aujourd'hui, la nouvelle, entre guillemets, on va dire, preuve sociale, ou le truc sur lequel les gens nous considèrent le plus, c'est YouTube. Si t'as une chaîne YouTube, t'es quelqu'un. Donc ça, c'est un truc tout con, mais juste déjà en termes de valeur perçue et en termes de qui on est en tant que coach, automatiquement, on se positionne déjà au-dessus des Instagrammeurs et des autres. Enfin, si vous regardez bien d'ailleurs tous les plus gros de l'industrie, des coachs que certains vous suivez sur les réseaux sociaux, etc., est-ce qu'ils ont une chaîne YouTube? Voilà. YouTube, c'est bien pour cette première raison-là, c'est pour le statut que ça nous procure automatiquement. C'est même pas si vous avez fait des bonnes vidéos, si vous avez vu, c'est si vous avez une chaîne YouTube. Quelqu'un qui voit que vous avez une chaîne YouTube, automatiquement il se dit là c'est sérieux. Qui est d'accord pour dire ça aussi? Qui n'est pas d'accord pour dire ça? Ok. Ça c'est le premier avantage. Il y a un deuxième avantage, c'est que YouTube, ça appartient à Google. Google, YouTube, c'est la même chose. Et que quand on tape une requête dans Google, une recherche dans Google, sur quoi on tombe? Les vidéos YouTube. Et ça c'est quand même génial. Ça veut dire que dans notre marché, on peut juste baser des vidéos sur des recherches que les gens font dans Google, et sans avoir à rien faire, on a des gens qui nous découvrent. Qui a déjà des vidéos YouTube qui rankent déjà un petit peu? C'est-à-dire qui ont déjà un peu des vues et qui ont déjà un peu de traction dessus. Marie? Jérôme? Ouais. Pourquoi YouTube? Donc déjà pour le statut que ça procure, mais également parce que on peut être trouvé par de nouveaux prospects. C'est-à-dire que YouTube, c'est le seul endroit où on peut être trouvé par quelqu'un qui fait une recherche. C'est très très rare les gens qui vont taper par exemple sur Instagram comment perdre du poids sur Instagram dans la barre de recherche. C'est très très rare. Donc c'est très très rare que des gens qui ont un besoin immédiat nous trouvent sur Insta. Pour enchaîner sur tout ça, donc je fais juste un petit récap de un peu les points clés qu'on a dit. Ça nous procure automatiquement un statut d'autorité. On a une chaîne YouTube, on est une autorité sur le marché. C'est un moteur de recherche. Google et YouTube, si des gens tapent une recherche, ils nous trouvent. Ça crée une forte relation avec nos prospects. On l'a vu, les contenus qui sont un tout petit peu plus longs en temps, etc., permettent de créer une relation de confiance, comme Jérôme le disait, comme Paul le disait, et même on sait chez nous que les vidéos qui sont un peu plus longues, style 15 minutes, c'est ce qui marche le mieux. Ce qu'a dit Paul, c'est qu'il y a un algorithme qui est favorable. YouTube, quand on fait une bonne vidéo, il le montre vraiment à beaucoup de personnes. Quand on fait une bonne vidéo, c'est-à-dire qu'on a le bon titre, on va y revenir juste après, le bon titre, la bonne couverture et le bon contenu, il va le promouvoir. Et il n'est pas rare. Nous, on a lancé une toute nouvelle chaîne récemment qui s'appelle Lohan. Je ne sais pas si quelqu'un l'a déjà vu ici. Cette chaîne-là n'a pas beaucoup d'abonnés, elle démarre. Mais 92% des gens qui voient cette vidéo-là ne sont pas abonnés. C'est YouTube qui nous pousse tout seul à d'autres personnes et on gagne des abonnés sans rien faire. Juste parce qu'on a mis la bonne vidéo. Et YouTube, la grosse différence, c'est que YouTube, on classifie les vidéos en 3 catégories. Grosso modo. Il y a le pur divertissement. Donc quand même, historiste ou pas? C'est les gros influenceurs qui font des vidéos, je casse une voiture à 1 million. Divertissement. Donc là, c'est juste, voilà, encore une fois, c'est juste pour passer le temps. Il y a l'éducatif, c'est quand on fait des vidéos où on éduque vraiment les gens sur un concept clé, etc. Et il y a le divertissement / éducatif. Le vlog, c'est ça. C'est un mix entre je divertis les gens parce que je les accompagne avec moi dans un truc, etc. Mais en même temps, j'essaie de raconter un truc qui leur apprend quelque chose à la fin. Donc en fait, il y a ces 3 catégories. Et ce qui est cool, c'est qu'il y a des personnes qui consomment ces 3 types de contenus-là et que nous, on va rechercher ceux qui veulent apprendre quelque chose. Ceux qui veulent chercher du contenu éducatif. Regardez, quand vous voulez apprendre quelque chose, vous allez où? Google, YouTube. Pas TikTok, pas Instagram, pas machin. Donc, les gens qui sont là pour apprendre, pour faire une recherche, changer leur corps, leur physique, etc., la première chose qu'ils vont taper, c'est dans Google ou dans YouTube. Donc, on a tout intérêt d'être là. Paul a dit un truc méga intéressant, c'était mon point d'après, c'est la durée de vie de nos contenus. C'est ce qu'on disait aussi juste avant avec ceux avec qui on discutait ici à table, c'est qu'en tant qu'entrepreneur, on doit essayer de maximiser les efforts qu'on met dans notre activité. Et moi, perso, demandez à Marine, c'est inconcevable de passer 1 heure à tourner un réel pour qu'il vive que 24 heures. Dans ma tête, je ne peux pas passer 1 heure à faire un truc qui a une durée de vie de 1 journée. Par contre, si tu me dis, mais 1 heure à créer une vidéo YouTube, même si je ne mets pas vraiment 1 heure à créer une vidéo YouTube, mais 1 heure à créer une vidéo YouTube qui va durer toute la vie, bah là, ça vaut l'effort. Ça vaut l'effort de passer du temps, de l'énergie pour préparer un truc quali, parce que je sais qu'il va vivre longtemps et potentiellement sur plusieurs mois / plusieurs années, me rapporter beaucoup de monde. Donc ça, c'est un bon investissement de mon temps, de mon énergie et potentiellement de mon argent. Et on va le voir aussi ça juste après, parce que YouTube, c'est du contenu qu'on appelle organique / gratuit, mais parfois, il faut peut-être aussi investir un peu d'argent en montage, avec des prestataires, en caméra, en matos, parce qu'en fait, sur le long terme, ça va nous rapporter beaucoup plus que ça. Maintenant, qu'est-ce qu'on publie sur YouTube? Parce que ça, c'est bien joli, créer une chaîne YouTube, c'est parfait, mais qu'est-ce qu'on met à l'intérieur et comment est-ce qu'on fait? Donc, le premier truc que j'ai envie de vous dire, c'est qu'il va falloir accepter de démarrer avec 1 abonné, puis 2, puis 3, puis 5, puis 100,
etc., etc. Tous ceux qui ne veulent pas lancer de chaîne YouTube parce qu'ils disent ouais mais au début il n'y aura personne, oui il y aura personne. Qu'est-ce qu'on publie sur YouTube? Et ça c'est intéressant. Donc j'ai rencontré l'année dernière ce gars, il s'appelle Jared, et il a une grosse chaîne aux États-Unis où il parle, c'est un ancien kiné, et il parle aussi voilà, de toutes les douleurs et problématiques que rencontrent les femmes sur sa chaîne. Et derrière, ils ont un programme de perte de poids et de remise en forme pour les femmes avec sa femme. Et donc, il a une chaîne, donc, je ne sais pas si vous voyez ici, 2 500 000 abonnés, donc ça commence un petit peu à faire. Sur YouTube, c'est énorme. 2 500 000, c'est énorme. Et en fait, il nous expliquait qu'en fait, il n'avait rien fait pour créer sa chaîne. Donc lui, il nous a expliqué, donc là on parle, ça c'est un business de coaching qui fait, si je vous dis pas de bêtises, c'est plus de 3 millions par année, 100% via YouTube, pas de publicité, rien, c'est 100% via YouTube pour lui. Bon, à 2,5 millions, on peut seulement faire que du YouTube. Mais sa stratégie pour créer du contenu, qu'est-ce que c'est? Il allait dans YouTube, donc vous savez, vous avez le moteur de recherche qui se trouve juste ici, il tape une question phare que peut se poser son audience. Par exemple, ça pourrait être pour les femmes, comment perdre du poids après l'accouchement. Et en fait, quand on tape ça, je suis désolé, je ne vais pas vous partager l'écran parce qu'il n'est pas relié et tout, mais quand on tape ça dans Google ou même dans YouTube, ils nous sortent automatiquement les meilleures vidéos sur ce sujet-là. Donc lui, Jared, qu'est-ce qu'il fait? Il tape un truc que son audience se demande, il voit toutes les vidéos de ses concurrents qui sortent. Pour information, je vous montrerai après pour ceux que ça intéresse, mais vous avez un petit bouton ici qui s'appelle filtre dans YouTube. On tape, on a toutes les vidéos qui sortent, et là on a un petit bouton qui s'appelle filtre. Et quand on clique sur filtre, on peut cliquer sur nombre de vues. Et en fait, YouTube, il va nous ranger toutes les vidéos par nombre de vues dans notre thématique. Et Jared, il dit, moi ce que je fais, c'est que je vais juste prendre toutes les vidéos qui sont en haut, celles qui ont le plus de vues, je vais reprendre leur titre, je vais reprendre ce qu'ils font sur leur miniature, je vais le copier, coller, je vais juste changer ce que moi je dis à l'intérieur de la vidéo pour le mettre à ma sauce, et je poste ça. Et je fais ça depuis 4 ans. Et si vous voyez bien, si vous vous rapprochez du tableau ici, 11 millions de vues, 11 millions de vues, 10 millions de vues, 7,7 millions de vues, 7,5, 6,2, 4,2, 3,9 millions. Pas sur une vidéo, sur toutes les vidéos. Là, on parle de nombre de vues. On est bien, ce qu'on a dit avant, c'est pas le truc le plus important. Mais quand même, si on commence à avoir des vues et des vidéos qui sont intéressantes, on a quand même beaucoup plus de chances d'avoir des gens qui derrière vont rentrer dans le tunnel ou prendre des rendez-vous, etc. Mais comment est-ce qu'on fait en fait de manière simple? Parce que moi perso, quand je me dis je vais créer une vidéo YouTube, j'ai pas d'idée. Là, si vous dites créer une vidéo YouTube, vous faites quoi? Pas d'idée. Vous venez juste voir ce que vos concurrents font. Vous regardez les vidéos qui marchent déjà et vous partez de ce qui marche déjà. Parce que qu'est-ce qui se passe quand on part de quelque chose qui marche déjà? Ça marche aussi. Ou du moins, il y a plus de chances que ça marche. Donc du coup, ce qu'il faut comprendre, c'est que YouTube, il y a 3 choses importantes. Et elles ont un ordre. Le plus important, alors, on va dire régularité d'abord. Je n'avais pas prévu de dire comme ça, mais c'est vrai que c'est le truc le plus important de YouTube, avant même de parler, c'est la régularité. Régularité, ça ne veut pas dire faire plein de vidéos par semaine, ça veut dire c'est de respecter le même intervalle entre chaque vidéo. En 1. En 2, le titre, non. Le titre et la couverture. Les gens, quand ils voient notre vidéo, qu'ils aient envie de cliquer dessus. On est en haut, on est là. Okay, ça, c'est notre clic, notre couverture et notre titre qui fait ça. Ensuite, intérêt. C'est quoi le truc le plus important ensuite? La qualité du contenu. Qu'est-ce que c'est que la qualité du contenu? Ouais, il ne faut pas que ce soit chiant. Il faut que ce qu'on dise, ou ce qu'on raconte, ou ce qu'on fait, ce soit intéressant pour les gens et qu'ils aient un vrai intérêt à regarder la vidéo du début jusqu'à la fin. Parce que même si on fait un hook de malade au début et qu'on a 30 secondes de dingue, mais que notre vidéo derrière c'est de la merde, moi j'ai un exemple de vidéo comme ça où c'est flagrant, l'intro elle est incroyable, après quand je regarde le reste, je me dis, mais en fait je suis chiant comme ça, sérieux? Ouais, bizarrement elle fait pas de vue. Donc en fait il faut vraiment que ce qu'on va partager derrière, ce soit vraiment intéressant pour les gens. Et c'est aussi pour ça qu'il faut juste peut-être travailler, nous c'est l'erreur, parce que moi je suis un flemmard, et je travaille pas forcément les contenus en avance de qu'est-ce que je vais dire, juste des fois les points en fait. La qualité c'est le fond, c'est le fond de ce qu'on va raconter, expliquer ou faire ou partager aux gens. Plus que la qualité de la forme, de est-ce que j'ai la bonne caméra, est-ce que j'ai le bon angle, est-ce que le paysage derrière moi il est beau, est-ce que je bégaye à un moment donné, on s'en fout de tout ça. Le plus important c'est le fond. C'est ce qu'on va dire, il faut que ce soit intéressant, il faut que ça captive les gens, et quand ils reparlent de notre vidéo, soit ils se sentent différents, soit ils ont appris quelque chose. Et ensuite, oui, il y a la forme. Mais moi dans la forme, je ne vais pas y mettre la qualité de ta caméra, ta vidéo, etc. Aujourd'hui, les meilleures vidéos YouTube, elles sont tournées avec des iPhones. Quasiment. Pas de caméra. Pour le savoir, la majorité de lui, c'est iPhone. Voilà. Donc, après, c'est... Sur la forme, c'est quoi? C'est juste les règles de comment est structurée une vidéo YouTube.
Là pareil, il y a tout le monde qui a son avis, etc. Moi je prends l'avis de MrBeast, qui est le meilleur youtubeur de la planète, et il dit qu'en gros, il y a 3 trucs à respecter. C'est en 1, ton accroche. L'accroche c'est entre guillemets 15 à 30 secondes. Donc c'est le démarrage de la vidéo, c'est vraiment le plus important de la vidéo, parce que c'est ici que tous les enjeux se font. C'est là aussi où on partage qu'est-ce que les gens vont apprendre dans la vidéo, pourquoi ils doivent rester, etc. Allez voir toutes les meilleures vidéos YouTube, vous regardez toujours, il y a toujours une accroche qui fait en sorte que les gens... Le contenu, bien évidemment, donc ça c'est le corps de la vidéo. Donc le corps de la vidéo, là ça va dépendre, hein. Tout fonctionne. Le 5 minutes, le 15 minutes, le 1 heure, on le regardait avant dans les exemples, tout fonctionne. On va voir après, ce sera à nous de trouver aussi notre format qui nous va bien à nous. Mais voilà, donc là le contenu, ça peut être de, je dirais, on voit tout, hein. Ça peut être de 3 minutes à 1 heure. Et on n'est pas obligé de garder toujours le même format. On peut très bien non. faire des courtes et des longues. Ouais. Ah, après on va voir, parce qu'il y a aussi des trucs à prendre en considération. Et la dernière partie de la vidéo, généralement, ce qu'on appelle le CTA, donc c'est un peu l'appel à l'action de fin de vidéo. C'est quoi l'action qu'on veut demander aux gens de faire à la fin de notre vidéo? Un truc à prendre en considération, c'est au début vous allez démarrer, vous ne savez pas ce que vous allez faire. Vous allez tester des trucs, on va faire un format comme ça, on va se dire ah bah, j'ai eu cette idée là, je vais le faire. Généralement c'est plutôt on va voir quelqu'un qui fait quelque chose, on va se dire bah, moi aussi j'ai envie de tester ça, vous allez tester. Et au fur et à mesure que vous faites des vidéos, bah, on prend l'exemple tout à l'heure, mais on dit Paul en mars, j'ai dit qui me suit sur YouTube. Il y a une grande partie de la salle qui avait levé la main. Et là je dis quelle est la vidéo qui vous a le plus marqué? Et j'ai Paul qui était là-bas au fond de la salle, et je lui dis Paul c'est quoi la vidéo qui t'a le plus marqué? Et Paul, quand je pose la question, il me dit c'est quand tu as fait le vlog, quand tu es parti à un événement aux États-Unis et que tu as partagé ce que tu avais appris aux États-Unis, etc., etc. Et je dis à tout le monde, est-ce que vous avez un autre exemple de vidéo? Et je vois que les 3/4 des gens avaient baissé la main, parce qu'en fait ils avaient la même idée que Paul. C'était pour eux les voyages que je partageais aux États-Unis qu'ils avaient regardés, qui leur avaient donné envie de travailler avec moi. Et là je me suis dit, ok, là ça vient de me montrer que en fait quand je partage mes vlogs, mes formations aux États-Unis, spécifiquement, c'est ce qui aidait les gens à se décider. Qu'est-ce qu'on s'est dit? Il va falloir faire plus de vlogs aux États-Unis. Ça coûte cher, mais ça marche. Ensuite, vous allez avoir des indications. Quand vous allez avoir des rendez-vous, dans les rendez-vous de vente, il y a des gens qui vont vous dire « je viens parce que j'ai vu cette vidéo ». Quand vous allez faire des témoignages avec des gens, ils vont vous dire « j'ai acheté parce que j'avais vu ça, ça ». Et ça doit vous mettre des petites puces à l'oreille et ça doit vous indiquer qu'est-ce qui marche chez moi, etc. Donc au début, ça va être du testing. Vous n'allez pas savoir ce que vous faites. Généralement, on s'inspire de ce qui marche déjà, encore une fois, parce que ça marche mieux. Mais au bout d'un moment, vous allez voir ce qui marche le mieux pour vous. Et personnellement, je crois que, en tout cas, des personnes que je connais qui réussissent beaucoup grâce à YouTube, ce n'est pas encore notre cas aujourd'hui, mais je suis sûr qu'un jour, YouTube, ce sera plus de 50% des clients qu'on aura. Mais de ce que j'observe, c'est que c'est des gens qui ont testé plein de choses pendant longtemps et qui, un jour, ils ont clairement identifié qu'est-ce qui marchait vraiment bien pour eux et qui ont tout misé là-dessus. Et je pense que c'est comme ça qu'il faut l'anticiper. Aujourd'hui, je ne sais pas dire, et je pense que personne ne peut prédire à l'avance quel format marchera pour qui. Je pense juste qu'il faut se prendre au jeu et de se dire déjà je me lance, je teste des choses, je deviens aussi bon, parce qu'au début on est nul, c'est dur, parce qu'il faut se mettre en vidéo, on n'a pas l'habitude, etc. Mais juste accepter le challenge de dire je vais être suffisamment régulier pour commencer à avoir un petit peu de traction là-dessus, et ensuite voir qu'est-ce qui marche, qu'est-ce qui ne marche pas, et faire par rapport à ça. Est-ce que c'est dur? La réponse c'est oui. Est-ce que ça prend du temps? La réponse c'est oui. Mais comme je l'ai dit à Jérôme il y a 2 ans en arrière, je vais te dire, quand tu regarderas dans le rétroviseur dans 2-3 ans, tu te remercieras d'avoir lancé ta chaîne. Aujourd'hui, tous ceux qui marchent le mieux aux US, je te dis les US parce qu'ils ont toujours raison, c'est des gens qui, de moins en moins, montent leurs vidéos. C'est-à-dire que pour produire, le temps qu'ils vont passer à produire une vidéo YouTube, c'est surtout sur la préparation du sujet, donc la structure de la vidéo, d'accord, donc ton accroche, le contenu, etc. Ils travaillent 80% de leur temps sur l'accroche, donc en gros de qu'est-ce qu'ils vont dire dans les premières secondes. Ils mettent les points sur le contenu, c'est-à-dire les différents sujets qu'ils veulent avoir dans la vidéo. Et généralement le temps de tournage plus le temps de montage, il est extrêmement restreint parce qu'ils vont faire le truc le plus fluide possible, le plus authentique, sans cut, sans montage, sans rien. Donc ils n'ont pas besoin de faire plusieurs fois la vidéo et ils n'ont pas besoin d'éditer, c'est-à-dire de faire du montage énormément. Donc au final, le temps qu'ils passent, il n'est pas si énorme que ça. Moi, je pense que, pour répondre à ta question, même si on est au début, il faut essayer de lancer le plus tôt possible une chaîne et de passer le moins de temps possible par contre dessus. J'aurais 3 questions à te poser. Alors, si on aimerait justement investir, tu l'as dit, dans la forme, qu'est-ce qu'il faudrait prioriser? J'ai pas dit d'investir dans la forme. Non. Enfin, parce que ça va dépendre du format et ce que tu veux. Franchement, tu vois, je te conseille pas d'être sur ton bureau et de parler à la caméra. Ouais. Pour moi, ça fait pas de sens.
Donc je te dirais pas mets des lumières dans ton fond, je te dirais pas prends une caméra Full HD ou 3D qui vont regarder avec des lunettes en 3D. Non, ça sert à rien. Investis pas dans un studio pour faire des podcasts qui n'existent pas, ça sert à rien non plus. J'ai envie de dire, choisis d'abord le format qui te plaît et juste le matos nécessaire pour faire ce format. Est-ce que tu penses que la miniature, ça peut vraiment avoir son importance d'investir dans une vraie bonne miniature justement pour... Au début, non. Non. Je me suis Canva. Ouais. Canva aujourd'hui, il te donne des templates de miniatures. Il fonctionne mieux que 99% que les créateurs de miniatures qui te font payer 20, 30 balles. Je vous jure, allez sur Canva, ils ont des trucs, c'est pas toujours super beau. On pourrait tout faire, mais ça marche mieux que tout. Non, c'est vrai. Tu les utilises et c'est gratuit et ça prend, je sais pas, 1 minute, 2 minutes. Alors, maintenant je réponds de deuxième façon. Je pense que tant que tu gagnes pas bien ta vie avec ton business, c'est pas nécessaire de réinvestir beaucoup d'argent dans la création de contenu. Le jour où tu es bien rentable et que la création de contenu fait partie de ta stratégie globale, où ça te ramène du prospect, tu as tout intérêt à continuer à grossir ton audience, là ça vaut le coup de réinvestir quand même. Nous, la chaîne YouTube, elle nous coûte peut-être... celle-là, elle ne nous coûte pas grand-chose, la chaîne des coachs sportifs, mais la nouvelle chaîne, elle coûtait peut-être 2 000 € par mois, mais parce qu'on voulait un contenu qui était plus quali, et puis moi je voulais aussi rien avoir à faire. Est-ce qu'il y a différentes façons de faire de vrais bons CTA et aussi justement comment les introduire dans une vidéo, à quel moment, de quelle façon Alors, moi j'ai aucune idée, je vais juste te dire ce que Hormozy dit. Ok. Alex Hormozy, bon désolé j'ai pas la chaîne, Hormozy c'est 2 millions d'abonnés aussi, et lui, donc sa théorie c'est de moins tu fais de CTA mieux c'est, en quantité, parce qu'en fait à chaque fois que tu fais un appel à l'action à ton audience, tu brûles un peu des points de relation avec ton audience. Je m'explique, les gens n'aiment pas qu'on leur fasse des appels à l'action. C'est-à-dire que quand on consomme le contenu de quelqu'un, je ne sais pas si ça vous fait des fois quand on regarde un contenu et que le mec il dit « Ah oui, et ça c'est mon partenaire, si tu cliques sur ce lien, tu as 10% de rabais, etc. » Qu'est-ce que ça fait quand on a ça? Moi, je sors de la Tu zappes, qu'est-ce qu'il y a d'autre? Voilà. Qu'est-ce que ça vous fait quand il y a quelqu'un qui vous dit « Si tu veux, je lance un nouveau programme, il dure 30 jours, tu vas voir, il est génial, il va t'aider à faire ci, ça, 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 et qui vous vend ça pendant 1 minute. » Ça vous donne quoi comme sentiment? relou. C'est chiant. Et en fait, parce que c'est chiant et parce qu'il est en train de nous pitcher un truc, automatiquement, nous, ça casse un petit peu notre relation avec cette personne-là. Est-ce qu'on est tous d'accord pour dire ça? Donc en fait, plus on fait un appel à l'action souvent et fort, c'est-à-dire si on le met souvent plein de fois et si on insiste trop, on casse un peu de la relation. Ce qui n'est pas notre objectif avec YouTube, si on se rappelle bien. YouTube, on est là pour créer de l'attention, créer de l'audience et aussi générer des rendez-vous. Donc, dans YouTube, il faut faire vraiment attention avec nos appels à l'action et il faut faire des softs. Les softs, ça veut dire qu'il faut que ce soit léger. C'est ah oui, et si tu ne le sais pas, j'ai aussi un programme où j'ai je propose des rendez-vous gratuits, tu peux cliquer en dessous pour en avoir un si tu es chaud. Ça doit durer 15 secondes max. Si on y va plus fort que ça, on casse la relation et vous pouvez aller vous gratter pour qu'ils continuent à regarder des vidéos derrière encore et encore parce qu'ils ne sont pas là pour ça. Donc on est plutôt soft, mais la bonne nouvelle c'est quoi? C'est vu qu'ils viennent se taper 10-15 minutes de vidéo, ils sont ultra chauds ces gens-là. Donc ils n'ont pas besoin qu'on leur mette 15 startings de pourquoi notre programme il est génial et pourquoi ils doivent réserver un rendez-vous. Ça répond à ta question? Oui, totalement. À la fin. Je ne m'attendais pas autant. À la fin, au départ, ou peu importe. Quand tu le mets au départ, certes il va être vu par plus de monde qu'à la fin. Après, prospect plus qualifié si à la fin. En deux, mais surtout tu augmentes ta rétention dans ta vidéo si tu le mets à la fin. Donc à toi de tester. Les deux fonctionnent, il y a de tout. Hormozy dit les deux. Lui il dit quand même, en fonction, en fait ce qu'il dit, c'est que plus ta vidéo elle est spécifique, plus tu peux faire un gros appel à l'action, plus ta vidéo elle est mainstream, plus il faut être léger. Je veux m'expliquer. Si tu fais une vidéo comme lui, arrête la douleur au genou en X minutes, là on est d'accord, c'est une vidéo qui est très très large. Ça peut toucher tout le monde. Donc là-dessus, on ne va pas faire un gros appel à l'action aux gens, parce que là on est là juste pour créer de l'audience. On ne va pas leur faire un gros appel à l'action. Par contre, si dans ces vidéos-là, on en avait une qui serait peut-être potentiellement plus bas, parce qu'elle ferait peut-être moins de vues, mais c'est comment être une femme et perdre jusqu'à 15 kg de masse grasse en 16 semaines, on va avoir moins de vues, on va être beaucoup plus spécifique, mais on va attirer vraiment des bonnes personnes, et là on peut se permettre de faire un appel à l'action plus tôt et peut-être un peu plus fort. Donc, il faut juste être cohérent dans ce qu'on fait et pas bourriner, en gros, de faire ça.
Et aussi, on a le droit aussi de faire des vidéos sans appel à l'action. Et de dire, des fois, je saute des appels à l'action sur des vidéos et je fais que sur les vidéos qui me semblent les plus pertinentes. Et rediriger sur des pages de prise de rendez-vous, soit sur la description ou en commentaire. Ce qui est vraiment recommandé, c'est YouTube, prise de rendez-vous. Quelqu'un qui vient de consommer 15 minutes de vidéo avec vous, il est prêt à prendre un rendez-vous avec vous. Si vous avez été bon dans le contenu. Sur les vidéos YouTube, le lien qu'on donne, donc le lien qu'on met en appel à l'action, doit être dans la toute première ligne de la description. Parce qu'en fait, maintenant, YouTube ne montre que cette première ligne. Sinon, les gens sont obligés de cliquer, ça rajoute un détail, et ça fait descendre le truc. Donc ça, c'est juste le petit truc du moment, je ne sais pas combien de temps ça va être vrai, mais juste sachez que si vous faites un appel à l'action vers un lien, par exemple, mettez ce lien dans la toute première ligne de la description, pour qu'ils n'aient pas d'autres manips à faire avant de cliquer. Il y a un truc maintenant hyper intéressant. Alors, j'ai 2-3 trucs à vous partager, pareil que j'ai appris très récemment, parce que je me mets dans le YouTube game. Je ne serai jamais un gros influenceur, mais je veux vraiment comprendre comment on monétise YouTube. 2-3 trucs que j'ai compris, c'est que ce qui marche sur YouTube, ça marche partout. Ça veut dire que tout ce que vous allez trouver comme truc gagnant chez vous sur YouTube, si vous utilisez par exemple la même accroche sur une publicité, ça va marcher aussi. Okay, YouTube, c'est ce qui vous permet vraiment de connaître les gens par cœur par rapport à ce qu'ils recherchent, ce sur quoi ils cliquent, etc. Une vidéo qui est très cliquée, qui est très vue, etc. Si vous mettez le même concept ou la même accroche sur une de vos publicités, vous pouvez être sûr à 100% que ça va marcher. Un autre truc, refaites ce qui fonctionne. Ça veut dire que dès qu'on trouve une vidéo qui marche, republiez-la. C'est-à-dire remettez un titre qui est sensiblement le même, avec une couverture qui est sensiblement la même, et une vidéo qui est sensiblement la même à l'intérieur. Ça marche tout le temps. Donc ne pas hésiter, quand des fois vous n'avez pas le temps, pas de contenu, etc. En fait, des fois on a juste à reprendre un truc qu'on a déjà fait, on le repackage juste un petit peu différemment, et on le remet, ça marche toujours. Et le truc que j'avais oublié de mentionner tout à l'heure, et après on prendra les dernières questions, et puis après repas, mais il y a un concept, qui connaît, c'est un peu un phénomène en ce moment pour ceux qui suivent un peu YouTube, etc. Un gars qui s'appelle Sam Souley. Ce qui est hyper intéressant sur ce gars-là, bon, maintenant tout le monde commence à en parler, mais ça fait un petit moment que ce gars-là, il est extrêmement connu sur YouTube. Et lui, je ne connais pas le business derrière. Je sais pas. Par contre, ce que je sais, c'est qu'il a aussi, lui, craqué un truc que très peu de personnes, entre guillemets, pigent. C'est qu'en fait, il y a un truc dans le marketing qui est hyper intéressant qui s'appelle l'entropie. J'en ai parlé, je dis, qui sait ce que c'est l'entropie de quelque chose? L'entropie, c'est il y a quelque chose qui fonctionne, tout le monde le voit, tout le monde commence à le faire, et au bout d'un moment, ça devient commun. Les réels, on les voit arriver depuis quelques temps, tout le monde en fait, et très récemment, je ne sais pas si ça vous parle, mais on a vu tous ces fameux sous-titres qui s'animent un peu en couleur, jaune, vert. Au début, on se disait quoi? Stylé de ouf. Comment je peux faire ça? D'ailleurs, au début, il fallait payer des monteurs qui nous prenaient 50 € le réel pour nous monter ça. Bon, après, par chance, il y a un truc qui s'appelle l'intelligence artificielle qui est arrivé et qui faisait ça pour 0. Ou pour pas grand-chose. Et tout le monde a commencé à le faire, et maintenant, qu'est-ce qu'on pense quand on voit un truc comme ça? On ne pense rien parce qu'on le voit nous. Donc en fait, c'est devenu normal. C'est ça l'entropie. C'est un truc qui commence à marcher, mais au bout d'un moment, il ne marche plus parce qu'en fait, tout le monde le fait, tout le monde le reproduit. Et en gros, sur YouTube, c'est un peu la même chose. En fait, tout fonctionne comme ça. C'est-à-dire que tout va fonctionner, tout le monde va le faire, et un jour ça s'arrêtera de marcher et quelque chose va prendre la suite. Tout. Du coup, sur YouTube, tout le monde a commencé à faire des super vidéos, longues, avec un beau fond, avec un beau décor, avec un beau micro, avec des bonnes lumières, etc. Sissi Mua qui était à l'apogée de ça parce qu'il fallait être dans son salon, que ce soit tout bien rangé à côté de nous, etc. Et tout le monde a commencé à faire pareil. Sauf qu'aujourd'hui, tout le monde fait pareil. Donc en fait, ça devient un petit peu normal et la norme est invisible. Il n'y a rien d'exceptionnel. Et ce gars-là, Sam Souley, récemment, bah lui, il a pris l'opposé. Parce que comment est-ce qu'on casse l'entropie? Si on fait l'opposé de ce que tout le monde fait. Donc lui, il s'est dit, je vais me filmer avec mon téléphone dégueulasse, pas coiffé, je pue de la gueule, rien, il n'y a rien. Et il se dit, je vais me filmer toute la journée avec un son dégueulasse. Prenez le temps, prenez 5 minutes après pour aller voir Steve. Il se filme sur des vidéos qui sont extrêmement longues, sur des entraînements qui n'ont ni queue ni tête. Il met un titre qui infecte, il met jour 5 dos biceps. Et le mec, il fait des millions, parce qu'il fait l'inverse. Donc en fait, volontairement, je terminerai ça par ça en disant, YouTube, il y a quand même des règles de fonctionnement de base, mais il y a aussi une règle, c'est qu'il faut aussi essayer d'être différent des autres, d'une manière ou d'une autre. Donc, on peut suivre un peu les recommandations que donnent un peu les gourous de YouTube, mais je pense qu'il y a aussi un truc qui est super important, c'est d'être le plus possible soi-même. En essayant de casser les codes et essayer de ne pas être conforme aux standards de tout le monde. Donc la pire erreur, ce serait de s'inspirer à 100% de quelqu'un en se disant je veux reproduire. Je pense qu'il faut juste respecter les codes, les règles de base, titre, miniature, vidéo, en gros sur ça. Et le reste, le faire vraiment comme vous avez envie de le faire. Et je pense que c'est ça qui est super important. Est-ce que vous voulez un truc super monté? Enzo, peut-être que toi, c'est le truc qui t'ira, fais. Peut-être qu'il y en a d'autres qui se disent,
bah, moi perso, me filmer comme ça dans la rue, ça me prend 0 de temps, ça me fait cliquer sur mon petit Osmo, qui est d'ailleurs mon meilleur investissement de l'année dernière. Okay, je fais comme ça, clac, la vidéo elle démarre, je commence à filmer. C'est tout ce que ça me coûte en temps, en énergie, etc. Je balance au monteur, on sort des vidéos YouTube. Ça, moi, c'est un format qui me va bien, parce que déjà, ça ne me prend pas d'énergie et ça donne des bons résultats. Peut-être que pour d'autres, c'est, bah, je fais des entraînements, on en discutait avec Damien. Damien, il fait ses entraînements en extérieur, etc. Je me dis, qu'est-ce que ça te coûte de prendre un petit micro avec toi et de te filmer pendant ta séance? T'es costaud, t'es fort, ce que tu fais, c'est impressionnant, et en plus, t'es plutôt cool et fun. Bah, pourquoi pas te filmer pendant que tu fais ça? Peut-être, j'en sais rien, mais peut-être que c'est un truc qui peut marcher. Et ça peut être aussi, vous dites, bah, moi, je fais toujours mes séances, par exemple, chez moi, à domicile, ou peut-être que pour mes clients, j'enregistre mes séances à domicile, bah, peut-être que je peux en profiter pour faire une séance que je mets sur YouTube aussi. Donc, tout est possible, tout est envisageable. J'ai même envie de dire qu'il y a tout qui fonctionne. Il faut juste trouver qu'est-ce qui fonctionne pour nous spécifiquement. Qu'est-ce qui est aussi simple à quel moment de temps, il ne faut pas que ce soit un effort pour vous. Parce que si le repère, il est simple. C'est que si avant de tourner une vidéo YouTube, dans votre tête, vous vous dites fait chier, c'est qu'il ne faut certainement pas le faire. Par contre, si ça s'intègre dans notre quotidien et qu'on le fait avec plaisir, je ne vous dis pas qu'il faut être hyper heureux de faire une vidéo YouTube, mais je vous dis juste si ce n'est pas une contrainte, là ça commence à être bon signe. Parce que en un, ça va se ressentir, et en deux, vous allez pouvoir être régulier. Parce que si vous vous dites, oh putain, fait chier sur une vidéo YouTube, moi c'était mon cas sur tous les formats qu'on a fait depuis un petit moment, et ben on n'est pas régulier et on ne peut pas être bon. Et l'énergie, elle n'est pas bonne non plus, donc quoi qu'il arrive, les gens, il y aura un dismatch et ça ne marchera pas. Il y a deux types de vidéos. Il y a les vidéos qu'on appelle des vidéos virales, plus proches du divertissement, et il y a des vidéos purement éducatives. Ces deux types de vidéos-là, elles ont deux objectifs précis. Une de faire des vues et de créer de l'abonnement, l'autre de créer de la relation avec son audience. C'est vraiment deux types de formats très différents. Là, on est typiquement que sur ce qu'on voit là à l'écran, c'est que des vidéos virales. Elles sont optimisées pour faire de la vue. Le titre, le clic, le contenu. On est juste là pour faire de l'abonné et faire de la vue. Ça, c'est des vidéos qui ont pour but de faire comme ça, dans le temps. C'est pas volontaire le petit truc, généralement elles montent toujours. C'est jamais linéaire comme ça, mais ces trucs-là, ils vont faire de la vue toute leur vie. Et il y a un deuxième type de vidéo qui va faire moins de vues, qui est là pour créer la relation avec l'audience et qui est là pour convertir cette audience-là en client. Donc là, on va être beaucoup plus spécifique à notre cible. Donc, on touche moins de personnes et on résout un problème plus spécifique dans cette vidéo-là. Ça va être vraiment travailler par exemple sur les hormones. Les hormones pour les femmes qui veulent... Là, on est beaucoup plus spécifique, on touche moins de monde. Et là, on va avoir un contenu qui va faire comme ça, qui va partir fort au début. Parce que c'est ta niche, enfin, c'est tes abonnés qui vont regarder, qui sont déjà abonnés chez soi. Et ensuite, il tend à se stabiliser comme ça et à monter très légèrement. Voilà. Celui-ci, il est pour amener du trafic et des abonnés. Celui-ci, il est pour les convertir en clients. C'est d'ailleurs pour ça tout à l'heure que je disais dans la question des appels à l'action, quand tu fais un contenu très très large qui est là pour faire du vu tranquille, ton objectif c'est qu'il s'abonne et qu'il reste chez toi. Et quand tu fais un contenu qui est plus abouti et qui est plus avancé, là tu peux te permettre de faire un appel à l'action qui est un peu plus spécifique sur ton programme parce que tu sais que les gens que tu attires là-dessus, ils sont plus calmes. Et du coup l'idée c'est de trouver une balance entre les deux sur l'échelle. Est-ce que je fais plus un truc, certains ils vont se dire bah, moi je MrBeast, je fais que du truc qui fait de la vue. Boum. Moi, pour l'instant chez Level Up, on a fait que ça. On n'est que spécifique au coach sportif sur de la stratégie de business en ligne, etc. On n'a pas fait de trucs, on essaie de faire du buzz, machin et tout. Donc on a fait que ça. Je pense que ça peut être intéressant pour ceux qui s'y mettent vraiment, de faire un peu des deux. Une l'autre et après à voir quel ratio on choisit de faire. Est-ce qu'on fait 50-50? Est-ce qu'on fait plus de trucs très spécifiques? Moi je vous conseille vraiment d'être plus spécifique quand même. Et de temps en temps d'essayer de faire une vidéo qui est très très vue et très bien.